Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. C'est pas pour parler du système solaire, mais aujourd'hui on va commencer la série que j'avais présentée, la série des vols habités, des programmes américains, soviétiques et européens. Mais aujourd'hui on va s'intéresser à américains. Et ouais, ça va être du lourd. Allez, on commence. Alors déjà, il faut savoir que déjà, on va revenir un peu en arrière dans les années 40. À ce moment-là, la course à l'espace n'existait pas. Et à cette époque-là, c'était la guerre. Cette fois-ci, durant la guerre, pendant la guerre, il y avait, c'était la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne était en conflit avec les autres pays et c'était la guerre. Et du coup, ils cherchaient à trouver la meilleure technologie pour attaquer ses ennemis. Et ils ont récupéré déjà une partie de la Pologne, donc en années 44. Et du coup, là, il y a eu les premières tests de fusées, les premières fusées humaines, V1. Et ensuite, après, il y a eu la fusée la plus connue de tous les temps, Aggregate 4. Si, vous la connaissez. Elle avait un autre nom, la V2. Alors déjà, la V2, en tout cas, c'était un missile qui pouvait emporter beaucoup de charges utiles, mais pas assez fiable et peu précise. Et surtout que le concepteur s'appelait Werner von Braun. Werner von Braun est quelqu'un de un peu nazi. Parce que oui, à l'époque, l'Allemagne est devenue nazie et l'Italie est devenue fasciste. Hein. Et du coup, en vérité, il n'a pas vraiment joué un rôle décisif dans la guerre et que surtout, c'est pas lui qui a décidé le lieu de créer ces missiles balistiques. Et que surtout, que si tu râlais sur le sort de déportés, t'allais les rejoindre. Donc on ne sait pas trop ce qu'on aurait fait à sa place. Et du coup, après la fin de la guerre, Werner von Braun est récupéré par les Américains grâce à l'opération Paperclip. C'est grâce à ça qu'il va travailler aux États-Unis. Et Werner se retrouve donc à travailler aux États-Unis sur les premiers missiles balistiques, notamment sur le missile Jupiter. Quand la course à l'espace est lancée, dans les années à peu près à la fin des années 40 et début 50, en effet, il développe le missile Super Jupiter, qui s'appellera finalement Juno. C'est la fusée Juno 1 qui placera le premier satellite américain Explorer 1 en orbite terrestre. Mais en vérité, les Américains avaient perdu un point dans la course à l'espace. Parce que les Soviétiques étaient les premiers à avoir envoyé leur satellite Sputnik, que je vais en parler dans ma partie sur les Soviétiques. Et maintenant, après, il va créer finalement, Juno va être finalement renommé après en Redstone pour envoyer la capsule Mercury avec une tour de sauvetage. Une tour de sauvetage, je ne comme pas, a été inventée également par Werner von Braun. Quelle coïncidence. Et encore, tous les systèmes sont inventés par lui et le reste sont des ingénieurs allemands qui ont été récupérés grâce à l'opération Paperclip. Et du coup, après la Redstone décolle et après il y a eu, les Soviétiques ont encore gagné puisqu'après Laika, premier être vivant à être allé dans l'espace, ensuite après c'est le tour de Yuri Gagarin qui est allé et ensuite la première sortie extravéhiculaire par Alexei Leonov, que je vais également encore une fois parler dans ma partie sur la conquête spatiale soviétique. Et du coup, Werner von Braun et surtout la NASA, donc c'est une agence, ah oui, j'avais oublié de vous parler de 1959 que les Américains, que la NACA était devenue la NASA en fait. On change une seule lettre dans l'acronyme, mais le sens est tout autre. Là où la NACA voulait dire comité d'aéronautique américaine, NASA veut dire administration américaine je bégaye enfin.
enfin de spatial, merci, de spatial et surtout beaucoup d'aérodynamisme. Voilà, donc je me perds beaucoup là, c'est pas possible. Et du coup, ce qu'il faisait, c'était qu'en gros, la NASA s'occupait en gros de financer en fait les vols spatiaux. Après, Wernher von Braun et surtout la NASA demandaient à ce que Wernher von Braun commence à travailler sur les lanceurs lourds. Et après, la planète qui suit Jupiter, c'est Saturne. C'est donc comme ça qu'il va les appeler. Il y aura très vite des Saturne 1 et vite Saturne 1B, conçus pour remplacer le module de commande Apollo et de service en orbite terrestre. Mais du coup, après il y a eu la Saturne 5. Par contre, les modèles 2, 3 et 4 de la Saturne 5 ne correspondaient pas tout à fait aux attentes de la NASA. Ils sont restés en état de projet et on a directement sauté au modèle numéro 5. Saturne 5 ne devait pas que se contenter d'emmener un module de commande et du service en orbite basse. Il devait emmener le module de commande, le module lunaire et un étage capable d'emmener tout ça sur lui. Tu m'étonnes qu'en tout cas, Saturne 5 c'était le lanceur le plus badass qu'on ait jamais eu dans la conquête spatiale et surtout qu'il possède l'un des moteurs les plus puissants du monde que j'avais également déjà parlé sur ma vidéo de Saturne 5, le F1. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Saturne 5, allez la voir. C'est vraiment super et surtout que ça explique en détail. Et du coup, allez la voir. Vous comprendrez mieux de quoi je parle. Ensuite après, Saturn 5 c'était le lanceur le plus gros possible et c'est grâce à ça que Neil Armstrong et Buzz Aldrin, que j'ai également parlé sur ma vidéo de la Saturn 5, se sont posés sur la Lune avec leur lemme baptisé Eagle. Alors déjà Eagle ça veut dire déjà oiseau, Falcon ça veut dire faucon et puis bref c'est tous des noms américains que je vais citer dans une prochaine vidéo à venir. Et du coup, Wernher von Braun ensuite après travaillera sur d'autres fusées qui enverront des satellites cette fois-ci. Et il travaillera également, il aura l'idée la plus simple et la plus efficace et économique qu'on peut avoir quand on crée une station spatiale, en utilisant un réservoir bien sûr. En utilisant le troisième et dernier étage Saturn 5 de réservoir, en faisant une station spatiale qui sera baptisée Skylab et qui fera beaucoup d'expériences, où les gens feront beaucoup d'expériences scientifiques, mais c'est beaucoup de problèmes au niveau de sa mise en orbite. Et après les trois missions Skylab, les fonds de la NASA sont enlevés de Skylab et sont versés côté développement de navette spatiale. Du coup, la navette spatiale, c'est quoi? En fait, c'est un engin réutilisable, mais c'est très coûteux à réparer après la réparation, parce que les capsules à la base c'était avec un bouclier thermique et dès que ça rentrait, tu peux plus en utiliser, c'est foutu. Et puis du coup, c'est vrai que aujourd'hui, on est capable de réutiliser des simples capsules comme la fusée Soyouz, que j'ai également parlé dans mes développements soviétiques, la course spatiale soviétique, j'ai encore parlé du Soyouz. Et du coup, aujourd'hui, vers l'ISS, ils envoient des capsules qui, en fait, avec un bouclier un peu spécial. Ce n'est pas d'une invention de Wernher von Braun, mais aussi un peu d'une idée de Sergei Korolev, et surtout que Soyouz, depuis ces temps-ci, c'est la fusée la plus simple et la plus ancienne mise en service, parce que les 3 premiers étages de la fusée Semyorka, elles ne sont presque inchangées depuis 1950. Donc ça fait franchement un super temps que ça n'a pas été changé et ça a toujours été la même technologie. Par contre, le vaisseau Soyouz, lui, il a eu différentes versions. Il y a eu des Soyouz 1, Soyouz T, TM, de l'époque Mir jusqu'à l'ISS. Ensuite TMA et à l'actuelle et récente version du Soyouz MS. Vaisseau également utilisé par Thomas Pesquet en 2016. Ce vaisseau extrêmement fiable a fait ses preuves depuis des décennies. Lancé depuis le Kazakhstan, il peut vous emporter là-bas pour l'ISS en seulement 2 jours.
Avec de nouvelles mises à jour également aujourd'hui, c'est disponible d'aller vers l'ISS en seulement 6 heures. Mais maintenant, ça c'est pour la conquête spatiale soviétique. Revenons en Amérique. Déjà, Wernher von Braun devait en effet travailler sur la navette spatiale. Mais lui, il voulait pas viser la navette spatiale, il voulait viser encore plus loin. Et c'était Mars. Alors du coup, il a voulu aller vers Mars parce que pour gagner la course à l'espace, vu qu'elle n'était pas encore terminée, et du coup, il n'était pas d'accord et il s'est désengagé et il s'est mis à la fin de sa vie à faire également d'autres choses. Enfin, faire d'autres choses, mais bon, voilà, il a fait d'autres choses, voilà. Donc il a travaillé sur l'aérodynamisme des avions et tout ça. Bon, je sais que là, je suis en train de parler de Wernher von Braun, mais la conquête spatiale, c'était ça. Ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, pas plus que la conquête spatiale, c'est que la conquête spatiale a pu sauver les Américains grâce à Wernher von Braun. Sans lui, ça aurait été jamais possible. Donc aujourd'hui, je vous ai expliqué. Il y aura une deuxième vidéo qui va parler de la suite. Donc ça va parler, donc en gros, avant de parler de la suite des vidéos, je vais déjà vous dire que je vous remercie infiniment de regarder mes vidéos. Donc merci également pour le nombre de vues parce que je pensais pas que ça allait énormément vous plaire. En tout cas, moi j'explique mais l'espace que c'est. Moi je pense avant les gens quand je racontais ça ils s'en lassaient. Bref, ils n'avaient rien à foutre quoi. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer ce que c'était la première partie de la conquête spatiale américaine. Du coup, la prochaine fois je vais parler sur la navette spatiale et encore des satellites qui ont été envoyés. Et du coup, je vais également parler de choses que j'ai oublié de parler dans cette vidéo parce que bon, il y a des tas de choses également, donc voilà. Donc merci de regarder cette vidéo et sur ce, n'oubliez pas, soyez guidés et cherchez la vérité. Et alors voyeur.